Je continue à gravir ma montagne parce que je pense qu'on répond à une réelle problématique que, par exemple, l'IA ne traitera pas. Pas avec une IA que tu vas pouvoir boire de l'eau. Cette phase va faire du bien parce que ça va nous permettre de nous recentrer. Et ce que je dis partout, c'est tombe amoureux de ton problème, pas de tes solutions. C'est ça l'entrepreneuriat à impact. Bonjour, je suis Thibault Lamarque, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Khaled Almezayen, pharmacien industriel et entrepreneur. Il a commencé sa carrière dans le domaine médical avant de fonder SoWatt, puis Innovaya, une entreprise qui développe des solutions innovantes pour la filtration de l'eau. Son objectif, garantir un accès durable à une eau de qualité, que ce soit pour les collectivités, les ONG ou les industriels. On va parler de son parcours, des défis qu'il a surmontés et de sa vision pour l'avenir. Salut Khaled. Salut Thibault, merci pour cette invitation. Eh ben écoute, ravi de te recevoir sous le soleil à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours avant Innovaya ? Où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi ? Alors, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis né en Roumanie, à Bucarest, d'une mère roumaine et d'un père syrien qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac en Roumanie. Je suis arrivé en France, j'avais 4 ans et demi, dans les années 90. J'ai connu le Club Dorothée, c'était vraiment chouette. J'ai de très très bons souvenirs de ça et je pense qu'on partage l'amour de DBZ ensemble. Je réponds pas. Je suis arrivé en France dans un petit patelin en région parisienne qui s'appelle Nemours, dans le 77, en Seine-et-Marne. Mes parents travaillaient en tant que médecins là-bas. Et puis je suis parti vivre ensuite en 96 en Syrie, où j'ai fait le collège et le lycée français de Damas. J'ai eu mon bac en 2003 à Damas. Et ensuite, je suis revenu en France en 2003, où j'ai commencé mes études de pharmacien à Nancy. Donc je pars du soleil vers la grisaille du Grand Est français. J'ai un frère et une sœur, c'est des jumeaux, ils sont plus jeunes que moi, enfin, ils ont que 4 ans de moins que moi. Mais voilà, nous quand on est arrivé en France, mon frère et ma sœur avaient 10 mois. Et c'était juste après la chute du mur de Berlin, où là on a pu traverser les frontières en sortant de Roumanie et arriver en France. Et puis là aujourd'hui, mon frère il vit au Canada et ma sœur, elle vit en Bretagne. Et mon père est toujours à Nancy. Il y a toujours des tâches familiales en Syrie ? Oui. Actuellement, mon père est en Syrie. Il y est retourné donc après la chute du régime de Bachar el-Assad, parce qu'on était un petit peu persona non grata en Syrie. Mon père était très engagé justement dans des ONG de médecins franco-syriens là-bas, ce qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Et c'est un lien avec mon parcours avec Innovaya d'ailleurs. Et là, mon père en ce moment, il est en Syrie en train de faire de la paperasse pour récupérer son appartement qui était réquisitionné par l'État. Donc voilà, il est très content, mais c'est encore un peu instable. Donc avec mes frères et sœurs, on est un peu inquiets. Mais ça va, il a l'air d'aller bien et on lui parle tous les jours, donc tout va bien. Bon, donc des études de pharmacien, une enfance finalement atypique, la chute du mur de Berlin, la France, la Syrie, de nouveau la France. Après tes études, qu'est-ce que tu fais ? Alors après mes études, je commence à travailler à Toulouse, parce que j'ai fini mes études à Toulouse. Le soleil me manquait, et puis j'aimais beaucoup le rugby, donc j'ai décidé d'aller finir mes études à Toulouse. Alors, plus sérieusement, j'ai fait ma spécialité à Toulouse. J'ai fait du génie des procédés industriels, pharma, et j'ai fait une école de commerce en management des industries de santé à TBS, Toulouse Business School. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, dans une petite entreprise spécialisée dans le développement de produits à façon pour la pharma, la cosmétique, le complément alimentaire à Toulouse. Et puis après Toulouse, en fait, j'ai eu une opportunité, j'ai commencé à entreprendre. Et j'ai eu une opportunité avec mon ancien patron pour monter une entreprise en Roumanie. Donc, je suis reparti en Roumanie. Et j'ai commencé à travailler sur le complément alimentaire animal et la production de compléments alimentaires animaux, en faisant pousser des plantes dans des serres hydroponiques, et ensuite on faisait l'extraction des matières dans ces plantes. Et puis bien évidemment, on avait mis en place tout un système de traitement d'eau à l'intérieur pour recycler les eaux de la serre. Et ensuite, ça s'est un petit peu accéléré. Je suis parti en mission humanitaire. Donc attends, là, SoWatt, t'as quel âge quand tu montes la boîte ? J'avais 25 ans. Et donc je monte ce projet, je pars en mission humanitaire en fin 2012, début 2013, en Turquie. Et c'est là où en fait j'ai un déclic, parce que je pars en mission humanitaire en tant que pharmacien, je ramène des médicaments. Et là, grosse claque, ça n'a pas servi à grand-chose. Ce qu'il y avait comme grosse problématique, c'était l'accès à l'eau. Et donc, c'est là où je suis vraiment tombé dans le monde de l'eau et je suis tombé amoureux de ce problème. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu rentres dans le sujet comme ça ? Eh ben,
Une prise de conscience, c'est un parcours de vie. Tu sais, j'ai vécu en Syrie, j'ai vécu en Roumanie et j'ai vécu en France. Puis quand je suis arrivé en France, l'une des premières choses qui m'avait marqué, j'avais 5 ans, hein, c'était l'abondance. L'abondance dans les supermarchés, l'abondance au robinet. Tu te souviens ça, de cette abondance quand t'avais 4 ans? Ah ouais, j'ai encore des souvenirs où tu rentres dans un magasin et tu as 10 milliards de choix. Et ça, j'avais pas connu avant. Donc, dans un monde où tout était rationné, où j'étais le seul gamin qui avait du lait en poudre du quartier, parce que mon père était étranger. Donc, tu vois, un petit peu le truc. Donc, en arrivant en France, c'est un peu. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est Disneyland, quoi. Et en fait, j'ai ce souvenir-là de j'ouvre le robinet et au robinet, j'ai de l'eau potable. Donc, ça, c'est un premier truc. Puis, on s'y habitue, hein. Et après, je retourne en Syrie. Et quand je retourne en Syrie, en Syrie, on avait 2 heures d'eau par jour. Et on stockait l'eau, on essayait de pas trop la boire, on buvait que de l'eau en bouteille. On l'utilisait avec parcimonie parce que c'est une denrée rare. Puis retour au bercail, reprise de conscience que voilà la chance qu'on a d'avoir de l'eau au robinet de bonne qualité. Et puis cette claque qui m'a complètement remis dedans dans ce camp de réfugiés où en fait ça devient une obsession. Moi j'y suis resté que 10 jours, mais la moyenne de temps que tu passes dans un camp de réfugiés c'est 10 ans. Et en fait comment tu peux t'élever, comment tu peux vouloir sortir de cette situation si tu es obnubilé par juste le besoin de survie, le besoin d'aller chercher de la flotte. C'était vraiment une obsession hein, d'attendre ce camion-citerne qui n'arrivait pas, l'eau qui a un goût extrêmement chimique, hein, beaucoup de chlore parce que il fait chaud, les réservoirs sont en plastoc et tu dois chlorer à fond pour qu'il n'y ait pas de développement bactérien et que tu aies une grosse épidémie dans le camp, quoi. Donc concrètement, on avait la diarrhée, mais on était vivants. Mais moi, ça a duré 10 jours. Pour certaines personnes, ça dure plus de 10 ans. Donc c'est là où j'ai pris conscience de la chose et je me suis dit, en tant que professionnel de santé, si je veux avoir un impact, va falloir que je m'y mette sérieusement sur ce sujet de base, qui en fait, quand tu creuses, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a à peu près 100 millions de réfugiés. Demain, je ne sais pas combien il y en aura, notamment à cause des crises climatiques, et ça va être un énorme sujet. Mais ça nous touche à tous, le problème de l'eau, parce que quand il n'y en a pas, il n'y en a plus. Hein. Comment est-ce que tu mûris du coup le projet So What ou puis Innovaya? Alors au départ, j'avais la chance d'avoir un associé qui était Médecins sans frontières à l'époque et qui a connu la guerre au Cambodge. Et quand je suis revenu de mon expérience, je lui ai parlé de cela et je lui ai dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas travailler avec une ONG à l'époque, c'était une ONG franco-syrienne pour leur offrir une de nos machines qu'on avait développées pour nos serres pour filtrer l'eau et faire de l'eau potable pour les camps de réfugiés, plutôt que de ramener des bouteilles d'eau ou attendre le camion-citerne qui n'arrive jamais. Mon associé, à l'époque, m'a dit « Ok, bingo, allez, on y va ». Puis de ce petit projet, c'est devenu le projet SOWAT, où là, on a commencé à développer des mini-skits de traitement pour les camps de réfugiés. Alors un skit, c'est un châssis dans lequel on met une machine avec un automate et derrière, ça fait une machine qui fonctionne toute seule quand tu appuies sur un bouton. Et puis ça a eu son petit succès en Roumanie. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que le sujet, il était beaucoup plus grave que juste le sujet des camps de réfugiés. Il est mondial. Enfin, je t'apprends rien, hein, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 3 milliards qui n'ont pas accès à un assainissement, 85% des eaux usées qui sont rejetées directement dans la nature. Donc en creusant le problème, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave que juste venir en super-héros pour sauver des gens dans des camps de réfugiés. Le problème est vraiment beaucoup plus profond. Et donc c'est là où j'en discute avec mes associés, pour leur dire qu'il faut qu'on arrive à développer le sujet un peu plus en profondeur et pas faire du monoproduit. Et c'est là où on se heurte à une incompréhension où là, en fait, je me fais un petit peu écarter du projet. Je me fais complètement diluer dans la société. Et donc, je décide de partir. Je revends mes parts et je rentre en France. Peut-être juste pour bien comprendre, là, le système qui était développé par So What, comment ça fonctionnait, l'automate? Enfin, simplement pour quelqu'un qui a un néophyte de l'eau. Alors, c'était quelque chose d'assez basique. On filtrait cela un petit peu comme un entonnoir. Donc, on filtrait de plus en plus fin au fur et à mesure pour arriver sur un système membranaire ensuite, donc jusqu'à de l'ultrafiltration avec des nettoyages automatisés. Donc, les filtres se nettoyaient de façon assez régulière avec un tempo. Et ça permettait de filtrer des eaux de rivière relativement propres. Il fallait pas que ça soit trop sale, sinon les membranes s'encrassaient. Mais ça marchait plutôt bien dans ces zones-là, parce qu'ils étaient toujours à côté d'un puits, d'un point d'eau. Et justement, on venait filtrer ces eaux avec ces systèmes-là. Donc, c'était des systèmes qui pouvaient produire quelques centaines de litres par jour et qui pouvaient répondre à un camp. Ok, donc ça, So What, ce qu'on comprend, déception d'associés. Tu rentres en France, je crois pas tout seul. Et non, parce qu'à l'époque, justement, c'est là où je rencontre Justine, qui est ma cofondatrice,
et Guillaume, l'autre cofondateur. Mais Justine, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon épouse. Donc, on se rencontre en Roumanie, elle travaillait là-bas, elle finissait un VIE, ce VIE, il était dans la coopération internationale entre l'île-et-Vilaine et la Roumanie, là où, dans la ville où on habitait, à Sibiu, dans le centre de la Roumanie, dans la Transylvanie. Si un jour tu as l'occasion d'y aller, c'est vraiment magnifique. Et puis, j'embarque dans mes bagages Justine et Guillaume, et donc, qui travaillaient avec moi sur le projet SOWAT. Et on rentre en France et on décide de créer Innovaya en février 2018. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on crée Innovaya finalement from scratch? Tu débarques avec tes valises, tes deux associés? Tu débarques avec tes valises et tu te fais accompagner. Nous, on s'est fait accompagner par les agences locales d'investissement international. Alors, on a un petit peu benchmarké où est-ce qu'on irait et on décide de poser nos valises à Lyon. Et donc, on est accompagné par l'agence locale qui accompagne les entrepreneurs qui viennent de l'étranger s'installer en France. Donc, on nous trouve nos bureaux, on nous trouve notre premier salarié. Voilà, on a un accompagnement vraiment, vraiment chouette. Et donc, on crée Innovaya, on se fait accompagner par un cabinet d'avocats et on reprend tout à zéro. C'était pas ma première expérience entrepreneuriale, mais c'était ma première en France. Donc, c'est vrai que découvrir un petit peu tous les rouages français était en même temps une bénédiction parce qu'en Roumanie, on n'a pas autant d'aide qu'en France. Donc, j'ai trouvé ça génial. Ça on dit que pour créer des entreprises, la France, c'est un paradis. Ah, c'est vraiment un paradis. Je compare à la Roumanie, on n'avait pas d'aide. Pour t'illustrer un truc, tu sais comment ça fonctionne avec la TVA, où tu fais ta déclaration de TVA et tu récupères la TVA à chaque fois que tu achètes quelque chose. Et quand tu vends quelque chose, tu récoltes la TVA et tu la rends à l'État en tant qu'entreprise. En Roumanie, on nous a retoqué pour plus de 80% de la TVA alors qu'on était une entreprise de R&D et à impact. En France, c'est du jamais vu. Donc, des choses comme ça, voilà, on avait zéro aide, pas de BPI, pas de jeune entreprise innovante, pas de. Là, en France, vous êtes JEI? On est JEI encore. Jeune entreprise innovante. Jeune entreprise innovante jusqu'à l'année prochaine. Ouais. On a eu des subventions de la BPI, on a eu des subventions d'accompagnement du réseau Initiative. Il y a le réseau Entreprendre et puis il y a le réseau Initiative. On a eu des prêts à taux zéro. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment. J'ai envie de te dire, pour les 300 premiers 1000 euros qu'on devait avoir pour monter la boîte, c'était de la subvention ou de l'aide ou du prêt à taux zéro. Et ça, franchement, j'ai vu ça nulle part ailleurs, quoi. Vous avez choisi d'être agréé ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est la même chose que Casali, on n'est pas beaucoup d'entreprises, on est 1700 entreprises en France. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche? En fait, on voulait une entreprise à notre image, une entreprise qui redistribue les richesses correctement, où c'est juste, qui a de l'impact et qui a fait son activité autour de l'impact environnemental et social. Et donc, pour nous, quand on a rédigé les statuts d'Innovaya avec le cabinet d'avocats, il nous a dit vous avez des statuts de l'ESS. Et donc, pourquoi n'allez-vous pas vous faire reconnaître en tant qu'entreprise de l'ESS et donc d'avoir le statut ESUS? Et c'est là où on s'est dit, au-delà de la mission d'Innovaya, il faut qu'on ait une mission aussi de montrer que c'est possible d'entreprendre autrement et d'avoir ce type de statut. C'est une forme d'exemplarité et toutes les entreprises devraient être ESUS. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Innovaya? C'est quoi votre modèle? Alors, nous, on conçoit et on développe des machines de traitement d'eau, que ce soit pour l'eau potable, pour l'eau usée, pour les eaux industrielles. Donc, et en gros, à la fois finalement pour le consommateur pour qu'il puisse le boire, ou je suis pas sûr que tout le monde sache qu'en fait il y a d'un côté la potabilisation de l'eau et de l'autre finalement le traitement des eaux usées qui permet de rejeter l'eau dans l'état naturel. Donc vous faites finalement les deux bouts de la chaîne. Nous on fait les deux bouts de la chaîne mais d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on a une vision du traitement de l'eau qui est décentralisée. Ça veut dire quoi décentralisé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour te schématiser un petit peu comment fonctionne le traitement de l'eau, on va prélever l'eau d'une source, ça peut être un lac, une rivière, une nappe, et on va la traiter si besoin, ou y rajouter par exemple du chlore pour éviter le développement bactérien. Et ensuite, on va l'acheminer. On va l'acheminer chez toi, dans une industrie ou autre, et on va l'user. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce que tu bois, tu vas le transformer en urine et en matière fécale. Ce que tu manges aussi, ce que tu utilises pour te doucher, pareil, ça va être évacué dans le réseau d'eau usée. Cette eau usée va être acheminée vers une station d'épuration, ou STEP, on appelle une STEP. Elle va être traitée et ensuite rejetée dans le milieu naturel. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il y a plusieurs avantages. Un avantage de ce modèle, c'est qu'on va pouvoir créer de la grande quantité d'eau et en abondance, et en même temps avoir une seule et même qualité en entrée et une seule et même qualité en sortie. Quand j'ai dit ça, tu vois tout de suite le problème. Une seule et même qualité, ça veut dire que tu passes à côté de certaines choses quand tu veux faire de la très bonne qualité. Et puis, quand tu rejettes en milieu naturel, tu passes à côté de certains polluants que tu n'identifies pas. Et donc, nous, dans notre vision, c'est de dire, rapprochons le traitement du besoin pour faire du traitement beaucoup plus efficace, que ce soit pour les eaux d'entrée, donc les eaux potables, ou les eaux de sortie, les eaux usées. Comme ça, on peut séparer les réseaux.
traiter des eaux et des pollutions bien spécifiques. Et ensuite, grâce à ça, on peut faire beaucoup plus facilement des boucles de recirculation. Donc, en gros, ralentir la molécule d'eau, parce que c'est ce qu'on veut, hein. Aujourd'hui, pour être beaucoup plus résilient et prélever moins dans le milieu, il faut pouvoir faire ces fameuses boucles. Donc, pour faire ces fameuses boucles, il faut être plus proche du besoin et de la problématique pour être hyper spécifique. C'est un peu du traitement chirurgical. Tu enlèves ce que tu veux pas, tu laisses ce qui est bon, et ainsi de suite. Là, on découvre il y a quelques mois, depuis peut-être 2 ans, que finalement, les PFAS, les polluants éternels sont partout. Je sais que c'est une de tes spécialités. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est qu'un PFAS et puis comment est-ce que vous le traitez? Alors, les perfluorés, ce sont des molécules dites éternelles. Ce sont des molécules qui ont été créées dans les années 70, complètement fabriquées par l'être humain, et qui sont des molécules extrêmement résistantes et non biodégradables. Donc elles ont des propriétés formidables. Ce sont des molécules qui ont des propriétés formidables. C'est grâce à ces molécules, par exemple, que nos pompiers peuvent intervenir dans des situations extrêmes. Donc ce sont quand même des molécules qu'on met dans certains revêtements et qui ont des propriétés très intéressantes. Mais on a mis un modèle économique complètement capitaliste derrière ces molécules, comme d'habitude, quand on développe des choses extraordinaires, et on a voulu les mettre partout. Donc on les a mis dans les revêtements de sol, dans les peintures, parce que ce sont des molécules qui donnent des propriétés type non adhésif, on peut nettoyer les revêtements beaucoup plus facilement, ils ont des propriétés techniques qui sont très intéressantes, donc on en a mis partout. Et aujourd'hui, 50 ans après, pratiquement 60 ans après, en fait, on en a tellement mis partout qu'aujourd'hui, on les retrouve dans la nature, parce que les éléments qu'on fabrique vont relarguer ces perfluorés au fur et à mesure dans le milieu, sauf que ces molécules-là, elles ne sont pas dégradables, donc elles restent dans le milieu et on dit qu'elles sont bioaccumulables. Et aussi, aujourd'hui, on a assez de recul. Et quand on en ingère, ça s'accumule, et surtout chez les enfants, ça s'accumule dans les cellules du cerveau, et ça reste, et ça crée cerveau, vessie, etc. Et ça peut créer des cancers. Donc ça, c'est avéré maintenant, hein. Ça fait plus de 7 ans maintenant que c'est reconnu aux États-Unis comme étant des molécules extrêmement dangereuses. On vient de le reconnaître également en France. D'ailleurs, la France est précurseur sur l'interdiction de certains perfluorés, pas tous, hein. À mon avis, il faudrait tous les interdire dans les produits d'usage commun. Pas technique, hein, comme je l'ai dit, il faut faire la distinction. Ça reste quand même des molécules très intéressantes dans certaines applications, mais pas partout. C'est comme tout, hein, ce qu'on développe. Hein, on parle beaucoup du plastique. Le plastique, c'est un matériau qui est très intéressant, mais pour certaines applications, pas pour de l'usage unique. Parce que sinon, on va se le retrouver dans nos océans, etc. Mais ça, c'est un de tes combats, je crois. Exactement. Et tu as bien raison, le sujet, c'est l'usage unique ou le polyusage et l'usage systématique plutôt que des usages techniques spécifiques. Il y a eu un gros buzz il y a quelques semaines, quelques jours, à propos de l'eau de Paris, où on a retrouvé, je crois, 600 fois la dose maximale autorisée dans la norme dans l'eau de Paris, qui était censée être une eau finalement de bonne qualité. Pourquoi déjà on les découvre aujourd'hui ? Et ensuite, comment est-ce que toi tu fais pour les traiter ? Effectivement, la mairie de Paris a découvert des taux beaucoup plus élevés de perfluorés dans les eaux potables aujourd'hui. Et ces perfluorés, en fait, ce sont des rejets, donc ce sont des rejets surtout industriels, hein, qui en sont à l'origine. D'ailleurs, la mairie de Paris a porté plainte contre X il y a 4 jours, justement, sur ce sujet. Ils sont aujourd'hui reconnus comme victimes. On enregistre le 1er avril. On enregistre le 1er avril, effectivement. Donc, il y a 4 jours, la mairie de Paris a porté plainte contre X. Ils suivent, alors je suis très fier de ça, ils suivent le modèle du maire de Chasse-sur-Rhône, la commune où on est, nous, avec Innovaya, qui a été le premier à porter plainte contre X pour être reconnu en tant que victime de ce type de pollution. C'est le premier pas, en fait, que doivent faire les collectivités avant d'aller plus loin et de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire trouver les solutions. C'est d'être reconnu comme victime de ce type de pollution. Aujourd'hui, pour les traiter, alors pour venir aux choses un petit peu très terre à terre sur le traitement, aujourd'hui, pour traiter les perfluorés, le moyen le plus simple, c'est de les capturer. Comment on les capture ? Il y a différentes techniques. Celle la plus connue, c'est les charbons actifs. Certains types de charbons actifs vont pouvoir absorber des familles de ces molécules. Il y a des techniques séparatives, membranaires, donc de la filtration. On va venir avec de la nanofiltration ou de l'osmose inverse concentrer ces molécules. Donc on les élimine pas là. On les rejette. Alors justement, il faut éviter de les rejeter, donc il faut les concentrer et traiter les concentrats. Et il y a différentes techniques qui fonctionnent, mais qui sont très énergivores et très coûteuses. L'oxydation avancée, par exemple. On va bombarder ces molécules avec différents produits chimiques et de l'UV, par exemple, ou de l'ozone, pour les casser et les fragmenter. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des molécules qui ne se dégradent pas. Donc il faut venir les dégrader physiquement, ou soit thermiquement, donc en chauffant. Mais il faut chauffer à certaines températures très précises. Tu as compris, le traitement est extrêmement coûteux et extrêmement complexe. De plus,
Sur les eaux potables, eh bien, ces techniques novatrices, elles n'ont pas forcément les attestations de conformité sanitaire, donc on ne peut pas les utiliser. Donc on a un arsenal de traitement qui est relativement limité entre les charbons actifs, la concentration membranaire. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et ce sont des techniques qui sont coûteuses et extrêmement énergivores et qui ont un impact environnemental pas terrible. Le Monde parlait de 1000 milliards par an pour traiter le sujet des PFAS. C'est tout à fait ça. Donc À l'échelle d'une... c'est absolument énorme. Il y a 2 sujets sur ces 1000 milliards. À l'échelle d'une commune comme Chasse-sur-Rhône, où il y a 9000 habitants, c'est 500 000 à 1 million d'euros de plus par an de coûts d'exploitation, sur un coût global de 4 millions. Donc ça fait 25%. 25%. Bon, là, je ne vais pas donner son nom, mais je discutais avec le patron d'une énorme régie française, on parlait du sujet, sujet des micropolluants et des PFAS en particulier, et du système d'osmose inverse basse pression qu'ils mettent en place. Quand je posais la question de où partaient finalement Dans le milieu. Les concentrats, donc c'est-à-dire les rejets du nettoyage des membranes, on les rejette dans le milieu. Comment est-ce que finalement on peut capturer ces concentrats, donc ces rejets d'eau polluée, et les traiter, comme tu viens de l'expliquer? Est-ce que c'est possible de le faire à grande échelle? Oui, c'est possible de le faire à grande échelle, mais c'est en ça où je dis que nous, notre vision, c'est de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être un peu plus malin. Là, on veut traiter, concentrer, donc en fait, on ne règle pas vraiment le problème en utilisant de la nanofiltration ou l'osmose basse pression, utilise par exemple la Régie de Paris. On ne traite pas le problème, on le déplace. C'est-à-dire que ça devient le problème de la commune d'après. Et aujourd'hui, on retrouve des perfluorés dans la mer Méditerranée. Donc, si tu veux... ça a été dragué, donc à chaque fois on concentre, on balance aux voisins, on balance la patate chaude, et c'est ce qui se passe. Pour traiter cela, il faut venir avec des techniques, ce qu'on appelle le foam fractioning, c'est-à-dire là, on crée des mousses, et on récupère ces mousses et on récolte ces mousses qui sont pleines de perfluorés, et là on vient les brûler. Mais on vient concentrer ces perfluorés quelque part, et on va ensuite les éliminer thermiquement. C'est la seule technique aujourd'hui viable pour détruire durablement les perfluorés. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est venir cibler le problème et traiter le problème à la source, donc éviter les rejets. Donc aussi, c'est pour ça qu'il faut impérativement arrêter le massacre. Il faut savoir que la pollution aujourd'hui dans le Rhône, par exemple, des perfluorés, c'est 50 ans de dépollution. Si aujourd'hui on arrête de rejeter les perfluorés, c'est 50 ans de dépollution du Rhône. À chaque fois qu'on utilise l'eau du Rhône, si on capte le perfluoré et qu'on le stocke et le détruit. Voilà, exactement. Okay. Donc tu vois, effectivement, les 1000 milliards, alors, certains se frottent les mains avec ce sujet parce qu'ils se disent, tiens, c'est une nouvelle manne financière. Moi, je pense qu'il faut revoir un petit peu la copie et se dire qui va payer maintenant cette dépollution, ces fameuses externalités négatives. Et là, je boucle la boucle avec les us et puis les modèles économiques qu'on essaye de développer, toi et moi, Thibaut. C'est justement comment tu évites ces externalités négatives au maximum, parce que ça a un coût énorme pour la communauté. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, donc à la fois peut-être sur l'eau potable et sur les eaux usées de contrats que tu as avec alors soit une commune, soit je sais que tu travailles avec la SOR, qui est un opérateur d'eau, le 3e opérateur d'eau français. Nous donner un exemple? Ouais, très, très concrètement. Là, par exemple, nous, on travaille, je vais donner un exemple avec la collectivité de Chasse. On travaille avec eux justement pour sécuriser les eaux dans les établissements recevant du public sur la commune de Chasse. Donc, on va installer des mini-stations de traitement au point d'usage. Quand je dis des mini, ça fait quelques mètres cubes par heure. Voilà. C'est pas des milliers de mètres cubes par heure comme la grosse usine de potabilisation de Paris. Mais on vient avec des mini-systèmes qui sont dans des conteneurs et on va traiter avec les techniques autorisées pour l'eau potable. Les concentrats, on les récupère et ensuite on les traite avec des traitements thermiques. Mais on essaye de concentrer au maximum ces perfluorés dans le concentrat. Donc on ne rejette pas. Ça sur la potabilisation? Exactement. Et sur le traitement des eaux usées? Alors j'ai plusieurs exemples. Par exemple, là, on est avec le groupe SOR, on travaille à Saint-Jean-d'Angely, où on va traiter les eaux usées d'une station d'épuration pour ensuite en faire de l'eau pour de l'irrigation. On appelle la classe A+, aujourd'hui, il y a différentes classes. C'est le projet Reuse? Exactement, le projet Reuse. Donc on donne une seconde vie à l'eau avant de la rejeter dans le milieu. Et l'intérêt d'utiliser ces eaux usées, grises, noires, tu les appelles eaux usées comme tu veux, pour de l'irrigation ou de l'arrosage des espaces verts, c'est que tu recrées de l'eau verte. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'eau verte? Est-ce que tu peux nous réexpliquer? Bien sûr. C'est pas l'eau des piscines qui avec plein d'algues, non, c'est pas ça. L'eau verte, c'est toutes les eaux qui sont emprisonnées dans les sols, dans les arbres, dans les plantes. Et elle représente 3 fois le stock d'eau qu'on voit, c'est-à-dire les eaux de surface, les rivières, les lacs, etc. Tu en as 3 fois plus dans les arbres et les sols que, in fine, dans les rivières. Et c'est ce qui participe à l'évapotranspiration, qui est la forme d'évaporation qui va créer le grand cycle de l'eau dans les continents, donc dans le continent, pas à côté des mers. Tu sais, le grand cycle de l'eau, voilà. C'est 70% de la pluie qui tombe sur Paris, par exemple,
bah, c'est lié à l'évapotranspiration. J'ai eu la chance l'année dernière d'être invité par un député, le député Pierre Cazeneuve, qui s'occupait du plan Reuse du gouvernement, à faire le chemin de l'eau. Et on était parti de la station météorologique du Puy-de-Dôme, donc au-dessus de Clermont-Ferrand, dans les nuages, avec leurs aspirateurs à nuages pour aller regarder la qualité des nuages et de l'eau dans les nuages, qui est finalement pas une molécule H2O, hein, c'est tout sauf une molécule H2O dans les nuages. Et puis ensuite, tout le chemin de l'eau à travers la montagne, les rivières. J'avais découvert que les pêcheurs étaient finalement les vigies de l'eau. Et puis après, la station d'épuration de Clermont-Ferrand, qui était flambant neuve, et jusqu'au un énorme projet Reuse, qui a déjà 20 ans, avec la réutilisation de tout ou partie des eaux usées de Clermont-Ferrand. Ce que je me souviens quand même, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à part des basses... En gros, finalement, c'est une énorme fosse septique, hein, la station d'épuration, en tout cas celle-là. Et c'est qu'à part des bassins d'eau au soleil, il n'y avait pas beaucoup de traitement pour la partie chimique. On parle beaucoup de résidus médicamenteux, etc. Et donc j'ai l'impression qu'on faisait partir vers ces plantations. Je crois que c'est 700 hectares. Finalement, beaucoup d'eau avec des résidus médicamenteux. Mais t'as raison. C'est bien de le soulever, effectivement, hein. Justement, c'est là où la vision décentralisée de la problématique est intéressante, parce que tu peux venir spécifiquement traiter le problème en fonction de ce que tu veux enlever. C'est le côté chirurgical de qu'est-ce que tu veux enlever. Si tu as une vision très généralisée et pas décentralisée, c'est-à-dire en analysant de façon systémique la problématique que tu veux traiter pour les usages que tu veux en faire, bien, forcément, tu vas retrouver des pollutions que tu n'as pas enlevées. C'est exactement ce qui se passe avec les perfluorés. Les perfluorés, soyons honnêtes, hein, on sait que c'est un problème depuis bien longtemps, et on a fermé les yeux parce que la réglementation ne pousse pas à aller les chercher. Donc on ne voit que ce que l'on cherche. C'est un peu ça le sujet. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'ai sorti mon livre L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse, alors, c'était pas encore le scandale des PFAS, mais j'écrivais que plus on chercherait de molécules, plus on en trouverait. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des grands PFAS, les petits PFAS, et on en découvre tous les jours. Et les résidus de pesticides, etc. Parce que ça aussi, c'est un sujet dont on parle peu, mais aujourd'hui, tu as des régions entières qui sont contaminées pour les 100 ans à venir avec des problématiques de dérivés de pesticides. Si on prend les dom-toms, il y a un gros scandale en Guadeloupe que je connais très bien, qui est le chlordécone, et qui est arrêté depuis 2003. Et il y en a encore dans les eaux et dans les sols de Guadeloupe. Donc voilà, c'est les ravages de la façon dont on règle et on gère justement les sujets de l'eau, entre autres, hein. C'est parce qu'on a une vision très étriquée, très centralisée, et on veut répliquer le modèle pour tout le monde. On a un projet commun. Est-ce que tu veux Castalli, Innovaya? Est-ce que tu veux, enfin d'ailleurs c'est plutôt Innovaya qui a invité Castalli. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, bah c'est justement avec la mairie de Chasse, avec le maire de Chasse, qui est le maire de la commune où on est installé avec Innovaya. On les aide à régler les différentes problématiques que la commune rencontre. Aujourd'hui, on est vraiment au cœur du réacteur à Chasse-sur-Rhône, parce que le problème des perfluorés, c'est là-bas où tout a commencé, où le scandale, il y a 3 ans, je crois que c'était Hugo Clément qui avait fait une émission. Alors, pour te dire l'absurdité du truc, le maire de Chasse découvre le problème en même temps qu'Hugo Clément. Et c'est devenu aujourd'hui un expert de la problématique des PFAS, le maire de Chasse. Et ça a été le premier à porter plainte contre X, à être reconnu comme victime, etc. Donc, quelqu'un de très engagé. Et nous, on travaillait sur le sujet. Il a entendu parler de nous, il nous a contactés. Et il nous a dit, voilà ma problématique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc la première étape, avant de pouvoir traiter le problème de façon beaucoup plus large, il fallait répondre à l'urgence. Et l'urgence, c'est de pouvoir offrir de l'eau décontaminée aux enfants des écoles, et puis et aux différents établissements recevant du public de la commune. Et là, on a une action forte ensemble, hein, sur l'école maternelle de Chasse. On va installer un système avec les fontaines Castalli pour distribuer de l'eau décontaminée aux enfants de cette école. Et donc hâte d'avoir l'inauguration de ce projet commun. Là, vous existez depuis 7 ans. Ouais. Quand je t'écoute parler, là, je me dis que finalement, la décentralisation de la gestion de l'eau, c'est l'avenir. En tout cas, la centralisation a atteint ses limites. Tu peux nous donner quelques chiffres de votre croissance et de vos projets en cours? Ouais, alors... Bon, moi, je t'avoue que, en fait, c'est quelque chose ce scandale des PFAS, ça a un côté quand même assez désespérant. Et j'ai jamais monté une boîte, et toi non plus, je le sais, pour faire de la croissance sur des problèmes qui devraient pas y avoir. Mais finalement, pour ton business, c'est quand même une opportunité d'aller nettoyer, d'aller corriger le défaut des autres en attendant la réglementation. Je vais revenir un petit peu sur l'historique d'Innovaya pour que tu comprennes comment tout a commencé aussi et comment on a travaillé. Puis après, je vais te donner quelques métriques sur Innovaya. Nous, quand on a commencé, on voulait sauver le monde. On voulait aller traiter de l'eau partout dans le monde. On avait des projets aux Philippines, au Laos, en Afrique subsaharienne, en Guadeloupe, voilà, en Roumanie. Enfin, bref. On avait des projets dans le monde entier. Et on fait le parcours Ticket for Change avec Justine. Parcours entrepreneur. Je sais que
T'as eu Mathieu Dardaillon et t'as eu pas mal de monde ici. On est des abonnés de Ticket for Change ici. C'est la ticket family, la ticket mafia. Mais bon, c'est marrant. Et en fait, on a pris conscience que le problème, si on voulait le résoudre, il fallait le prendre dans son ensemble. Et donc aussi, au-delà de traiter l'eau pour en faire de l'eau potable, il fallait aussi qu'on arrive à comprendre tout le cycle de l'eau et traiter là où l'homme a une action négative sur cette ressource qui est vitale. Donc la prise de conscience, elle a été d'autant plus forte qu'en 2019, on était au Laos dans une mission qu'on avait à l'époque. Et en fait, on traitait une problématique qui était générée par un industriel. Donc, on traitait des résidus de pesticides qui venaient d'un industriel qui était un peu plus haut. Et on a dit, mais pourquoi on doit traiter l'eau pour en faire de l'eau potable pour les communautés, alors que normalement elle est potable, sans avoir besoin de faire de traitement, autant aller taper là où il y a la source de la pollution. Donc en fait, cette prise de conscience du traitement à la source, c'est grâce à Ticket et grâce à ces différentes expériences. Et puis on s'est dit, tiens, il faudrait aussi qu'on regarde chez nous. Pas forcément la peine d'aller à l'autre bout du monde pour avoir de l'impact. Et puis, tu as eu la Covid qui est arrivée et qui a stoppé tous nos projets internationaux et on s'est vite retourné sur nos projets nationaux. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte que en France, il y avait aussi des problèmes pesticides, il y avait des problèmes sur les perfluorés, ça fait un moment qu'on le sait. Il y a des problématiques de quantité également. En 2022-2023, tu as eu plus de 1000 communes qui n'avaient pas d'eau potable et qui acheminaient de l'eau en camion-citerne. Je me suis revu en Syrie, tu vois. Donc concrètement, je me suis dit, pas besoin d'aller très loin pour avoir de l'impact. Les 2 dernières années n'ont pas été finalement dans la continuité de cette sécheresse hivernale, puis sur l'année. Mais effectivement, elle va revenir, cette sécheresse. C'est surtout que ça a été les 2 années de prise de conscience, en fait. Même s'il y a, entre guillemets, eu 2 années où il a plu et ça allait, en fait, que ce soit les industriels, les collectivités, ils savent que 2022-2023, c'est qu'une représentation très positive de ce qui va nous arriver dans le futur. Les prévisions montrent que 2022-2023, ça va être des années bonnes dans 2040-2050. 2040-2050, c'est demain. À l'échelle d'une collectivité, je veux dire, ils doivent s'adapter très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les arrêtés sécheresse et tout ce qui est mis en place, eh bien, effectivement, que ce soit les collectivités ou les industriels, ils se préparent. Alors aujourd'hui, Innovaya, on a démarré à 3 il y a 7 ans. Aujourd'hui, on est un peu plus de 40. On va être 50 à la fin de l'année. On a fait l'année dernière un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va faire un peu plus de 10 cette année. Donc on a une croissance assez... 100%. Ouais, voilà, assez grande. On a plusieurs dizaines de projets actifs aujourd'hui, que ce soit sur de la réutilisation industrielle, de la réutilisation collective. On a créé également une joint venture avec le groupe SOR qui s'appelle Odali. C'est une joint venture où on a développé une techno que Odali va commercialiser, qui est à destination des bâtiments. On va réutiliser ce qu'on appelle les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux de douche, les eaux du lavabo, pour en faire des eaux pour les toilettes et pour l'arrosage. Donc ça permettra d'économiser entre 40 et 50% de l'eau que tu prélèves, de l'eau potable que tu prélèves. Parce que faire ses besoins dans l'eau potable, c'est quand même une ineptie. Donc voilà, on a développé cette technologie, on a créé cette joint venture, donc cette co-entreprise avec le groupe SOR qui s'appelle Odali et qui aujourd'hui va déployer ces solutions à l'échelle européenne. Donc voilà, Innovaya, c'est ça. Donc c'est une vraie boîte d'avenir. J'espère, mais avec un modèle économique qui est, je l'espère, inspirant. Et au-delà de la croissance économique, ce que l'on veut, c'est aussi aller vers une économie robuste, parce que c'est ça qui est important. La croissance pour la croissance, c'est pas intéressant. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu aurais faites différemment sur les 7 ans ? Honnêtement... Une bonne connerie que tu as faite. Moi, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de conneries, mais en fait, si j'en enlève une, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat impact ? On en parlait beaucoup, c'était la grande mode il y a 2-3 ans. Là, on n'en parle plus, c'est l'IA aujourd'hui. L'impact a été balayé avec l'inflation, l'Ukraine. C'est quoi ton regard sur l'économie impact ? Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on montre qu'il faut donner envie. Au-delà de donner envie, c'est de montrer que c'est le seul modèle économique qui durera. Parce qu'en fait, l'IA, ça va se calmer, ça c'est clair, c'est des choses qui suivent des cycles, qui suivent des bulles. Je pense sur la partie IA, c'est comme tout, c'est un outil extraordinaire, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Moi, je suis pour interdire l'IA pour faire tes recherches Google, par exemple. Par contre, en tant qu'outil de développement, outil de transmission de savoir, en tant qu'outil... on va dire, utile à la société de prédiction, par exemple, prédiction de ce qui va se passer, etc. C'est génial d'avoir ce type d'outil. Par contre, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment on veut en faire. C'est comme tout, dès que tu mets un modèle économique qui est basé uniquement sur des métriques financiers, ça devient un monstre.
Et pour en revenir sur l'entrepreneuriat impact, enfin sur les entreprises à impact, quel est finalement notre rôle? Là, on n'est pas, on va dire, on a plutôt des vents contraires, là, on est plutôt sur la face nord du K2. Comment toi tu tiens et tu t'accroches et tu continues à gravir ta montagne? Je continue à gravir ma montagne parce que je pense qu'on répond à une réelle problématique que, par exemple, l'IA ne traitera pas. Hein. Pas avec une IA que tu vas pouvoir boire de l'eau, hein. Soyons clairs. Ça va faire du bien à l'entrepreneuriat à impact, cette phase, parce qu'on va se recentrer sur ce qui est essentiel. Et puis, moi, j'ai aussi vu beaucoup de dérives de l'entrepreneuriat à impact. On met de l'impact partout, dans des trucs qui n'ont aucun sens. Ouais, je fais de l'impact ici, je fais de l'impact là. Je ne veux pas donner d'exemple parce que comment dire, je n'ai pas envie de me faire des ennemis. L'entrepreneuriat à impact, c'est de régler de vrais problèmes. C'est moins le cas aujourd'hui. Hein. Là, aujourd'hui, on est plus de l'IA ici ou de l'IA là-bas. Ouais. Non, je suis d'accord, mais je pense que cette phase va faire du bien parce que ça va nous permettre de nous recentrer. Et ce que je dis partout, c'est tombe amoureux de ton problème, pas de tes solutions. Et c'est ça l'entrepreneuriat à impact. Belle conclusion. C'est pas de moi, c'est de Mathieu Dardaillon, mais bon, je lui pique celle-là. Ça signifie quoi pour toi la relève? Je vais te faire une citation, c'est le moment citation. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit ça. On est juste des passagers sur Terre, hein. On emprunte la Terre à nos enfants. Donc la relève, c'est un peu ça, je pense. Ça m'évoque le fait qu'on incarne le modèle qu'on veut donner à nos enfants. Et pour moi, c'est ça que ça évoque. Transmettre et d'aller plus loin. Entreprendre, c'est un rythme intense. C'est une frontière entre le perso et le pro troublé. Alors, troublé ou pas, en tout cas mixé. D'ailleurs, toi particulièrement, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es marié avec une de tes cofondatrices. Exact. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer la vie pro et la vie perso? C'est un équilibre fragile parce qu'effectivement, c'est un rythme à 200 à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est pas une course, c'est une course de fond. Donc, il faut savoir se préserver. Et de toute façon, à un moment donné, ton corps, il te dit stop. Donc, si tu fais pas attention, voilà, ça s'autorégule. Est-ce que tu as des rituels ou des moments de déconnexion? Enfin, c'est quoi ta source d'énergie? Ben, je vais courir. J'aime beaucoup ça. J'ai pas l'air comme ça, mais je cours. Non, je cours, j'aime bien faire du sport, j'aime beaucoup lire. Je lis énormément. Là, en ce moment, je lis un livre sur la géohistoire. Comprendre pourquoi, par exemple, on n'a pas tous une influence amérindienne, par exemple. Et ça s'explique par la géohistoire. C'est super intéressant. Voilà, donc j'aime beaucoup lire. Ça me permet de bien déconnecter aussi. Et puis, effectivement, passer du temps avec mes enfants, parce que, pour le coup, c'est des moments où il faut vraiment déconnecter. Et ils t'aident à déconnecter, parce qu'ils te rappellent à l'ordre. Est-ce que tu as une passion ou un hobby que tu aimes, que tu voudrais nous partager? J'ai pas forcément de hobby, mais j'ai une soif. J'avais un hobby, mais je l'ai arrêté parce que ça me bouffait trop de temps, c'est les jeux vidéo. J'étais un joueur de World of Warcraft, tu vois. Ouais. Mais j'ai arrêté. Hein. Non, il faut pas que je retombe là-dedans. Non, j'ai une soif. J'ai tout le temps soif de connaissances. Je me sens mal dans une journée où j'avais rien appris. J'ai quelques questions du tac au tac. Vas-y. Boisson préférée au réveil? Alors, moi, j'aime bien le café. Un livre qui a changé ta vie? Le miracle Spinoza de Lenoir. Si tu pouvais dîner avec une personnalité, ce serait qui? Étienne Klein. Une destination de voyage de rêve? La Corse. J'y suis jamais allé. J'aimerais bien visiter la Corse. C'est comme la Bretagne mais avec 10 degrés de plus. Bah alors, ça doit être magnifique parce que j'ai adoré la Bretagne. Une chanson que tu écoutes en boucle? Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. Un talent caché? Bah, je sais pas si c'est un talent, mais voilà, cette soif de connaissances. Et en fait, je m'ennuie très vite, donc je pense que c'est un talent. Ouais, ça je suis d'accord que c'est un talent, mais ça me paraît pas caché. T'as pas quelque chose d'un peu plus croustillant? Non, j'en ai pas d'autres, je suis désolé. Ta série télé préférée du moment? Du moment, alors j'en regarde pas trop en ce moment. Bah, moi, la dernière série que j'ai beaucoup aimée, c'est Breaking Bad. Un super pouvoir que t'aimerais avoir? Me téléporter. Ton plat préféré? Alors, c'est un plat syrien, ça s'appelle le kapsé. Le kapsé, c'est un plat à base de riz avec des épices, et tu peux le mélanger avec du poisson, du poulet ou de la viande, ce que tu veux comme viande. Est-ce que tu as des adresses de bons restaurants syriens en France? Alors, Saveur d'Alep à Lyon. Et la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Eh ben, je suis parti en voyage de noces en Irlande, à bateau, et c'était trop cool. Génial. Et j'ai fait du stop, en kilt. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose finalement qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais rajouter sur Innovaya, sur toi? Bah, ouais, j'aimerais rajouter deux choses. D'abord, on parle effectivement beaucoup de moi, beaucoup de Justine, des fois aussi. Innovaya, c'est plus de 40 personnes qui sont engagées. Et on a nos valeurs, et l'une de nos valeurs qui est un peu notre boussole, c'est le respect. Mais pas le respect dans le sens un peu galvaudé, tu sais, vas-y, je te respecte, machin. Non, ça c'est une base, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt le respect de tout ce que l'on fait, en prenant conscience de l'impact de tout ce que l'on fait. Tiens, quand je vais installer telle machine ou lorsque je vais faire tel projet, c'est quoi mon impact? C'est quoi mon externalité négative? Et comment je peux la modérer? C'est ça le respect, c'est de prendre conscience de son environnement.
Et moi, j'aime beaucoup Spinoza. Parce que je t'ai dit, un des livres qui m'a marqué, c'est Le Miracle Spinoza. Et je suis un peu spinoziste sur le sujet. Et j'ai la même définition. Enfin, j'ai la définition de la liberté de Spinoza. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu peux me la rappeler? En fait, Spinoza, il dit que la liberté, c'est pas la liberté de mouvement, la liberté de faire ce que l'on veut, etc. Ça, c'est une illusion de la liberté. La liberté, c'est de prendre conscience de soi-même et de son environnement. C'est ça la vraie liberté. Pourquoi? Parce que la liberté de mouvement, la liberté de penser, ce n'est que des causalités. C'est ton environnement qui va créer cette liberté. Le fameux libre arbitre, en fait, il est, pour Spinoza, complètement orienté par ton background, par ta grille de lecture. Et donc, c'est une fausse liberté. Et moi, dans la patrie, justement, de la liberté, égalité, fraternité, je pense qu'il faut redéfinir ce mot liberté sous cet angle-là, parce que c'est la liberté de prendre conscience de son environnement et donc automatiquement d'avoir le moins d'externalités négatives. Les deux choses, c'est collectif et respect. Exactement. Merci beaucoup Khaled pour l'échange et je te dis à très bientôt. Merci à toi, merci pour l'invitation, à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.